Parce que si vous aimez cette série, il n'est pas possible que vous n'ayez jamais fredonné son générique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Superman, l'ange de Métropolis, le podcast animé. Épisode 2 donc, puisque on vient de faire l'épisode 1 et que plus tard il y aura l'épisode 3. Aujourd'hui pour m'accompagner, comme d'habitude et comme pour moult épisodes à venir, Monsieur James, l'ange de Montpellier, comment allez-vous ? Ça va très bien, ça va très bien. Effectivement, l'ange de Montpellier comme l'ange de Métropolis. Je t'imagine bien, les bras ouverts au-dessus de Montpellier. Ouais. Et Monsieur Sofiane, Monsieur Deviant Prod, comment allez-vous ? Mais très bien, ça va très bien, très content d'encore parler de cette formidable série qui est l'ange de Métropolis, ça fait très plaisir. Alors, pour le coup, et que les spectateurs qui pourraient tomber par hasard ou pas sur ce podcast animé le sachent, je viens de regarder l'épisode 3. Et donc l'épisode 2, je l'ai regardé, mais il y a belle lurette, donc on va essayer de faire un truc à peu près propre, mais c'est pas dit. Et moi, pour que s'il y a des gens qui tombent sur ce podcast qui le sachent, je viens de regarder l'épisode 2, et j'ai pas regardé l'épisode 3, donc voilà. Donc, de la faute de James, nous n'enregistrerons pas l'épisode 3 aujourd'hui. Et moi j'ai regardé les deux, donc vous saurez lequel est le sérieux du groupe. Mais petit teasing du coup pour l'épisode 3, et je pense que vous serez d'accord avec moi, j'ai trouvé l'animation de l'épisode 3 particulièrement belle, et franchement je l'ai trouvé exceptionnelle. Ah, moi aussi, je suis totalement d'accord. Non mais... Je pense vraiment qu'on n'a pas fini d'entendre parler, en tout cas que nous, on parle de l'animation, parce que vraiment, je la trouve vraiment super belle, super propre. Là où je trouve que l'animation, et c'est sans doute fait exprès, hein, de Batman était un petit peu cradouille, je trouve qu'en Blu-ray, l'animation de Superman est vraiment sublime. Bah puis en plus il y a une voilà, on en parlera du coup quand on en viendra là, mais il y a une grosse scène d'action dans l'épisode 3 qui pour le coup justement est là pour nous montrer, pour nous faire jauger la puissance de Superman, et ils ont vraiment mis les moyens. Ils savaient que cette scène-là il fallait pas la louper, c'était vraiment l'entrée en matière d'à quel point Superman est un adversaire redoutable, et on voit quoi, ils ont respecté le truc et ils ont vraiment fait le boulot qu'il fallait. Alors d'ailleurs on y reviendra à mon avis, mais ils montrent même ses pouvoirs pour des raisons complètement ridicules. Oui. Je sais pas si vous vous souvenez du moment, enfin toi non du coup James, mais où Lois est attachée par les cordes, et où pour enlever les cordes, il use de sa vision laser. Je me suis dit mais le mec prend le risque de la découper en deux, tu vois, au lieu de juste faire. C'est complètement con. Bah quand il le montre pour la première fois, son père il tient le truc comme ça et il lui met je sais pas. Devant sa tête en plus, oui. Ton père est juste en face, hein. Fais gaffe. Il lui fait une lobotomie, mais direct. C'est trop drôle, c'est génial. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, la fiche technique, mon cher Deviant. Mais tout à fait. Donc, la fiche technique de cet épisode. Alors, donc, le titre, donc c'est l'épisode 2, bien évidemment, d'épisode, donc c'est en 3 parties, donc les 1, 2, 3. Donc on a encore le même titre, du coup la même équipe que sur le premier épisode et la même qu'on aura sur le troisième. Donc le titre français c'est Le Fils de Krypton, titre original étant The Last Son of Krypton. Donc c'est pas le dernier Fils de Krypton. Pas en français c'est Le Fils de Krypton. Alors qu'effectivement la traduction du titre anglais donne Le Dernier Fils de Krypton. C'est un épisode qui fait environ 21 minutes, et avec un scénario d'Alan Burnett et du fameux, évidemment, Paul Dini. Et à la réalisation, on retrouve Dan Riba. Est-ce que t'as le titre québécois ? Pas du tout. Avec l'accent, peut-être. Je suis nul en accent à un point que tu peux même pas imaginer. On va pas tenter, mais tu sens qu'il y a eu un petit moment de doute. Non, je sais pas. Est-ce que je le tente ou pas ? Et en fait, non. Ça, c'est un truc avec mes potes. On dirait qu'on a lancé une malédiction sur moi pour que je ne sache jamais faire le moindre accent. Vraiment. En tout cas, c'est donc effectivement un épisode 2 que tu vas nous pitcher un poil, mon ami James. Oui. Alors, on se quittait sur... Et pas à poil, un poil, ouais, ravis-toi. Un poil, un poil. Calme-toi. Oui. Calme-toi, ne retire pas justement. Détends-toi. J'ai mis un beau t-shirt en plus pour l'occasion, donc je vais le garder.
Ils se sont obligés de le dire, de faire en audio bah oui, j'ai fait description. exprès de te mettre. Parce que il a pas réagi en fait, parce que on enregistrait l'audio puisque c'est un podcast, c'est pas comme s'il était que tu On n'a pas Ouais. pensé à lui expliquer le principe du podcast. C'est ça. C'est pas comme s'il en faisait de son côté. Et du coup, ils se sont obligés de faire une audio description de son t-shirt, magnifique t-shirt, Supernatural avec Ouais. Cassia. Une Avec sorte le de Castiel. du coup. Donc, il y a un Splendide. ange aussi, donc il y avait un lien, je trouvais ça rigolo. Voilà. Quelle finesse d'esprit, ce James, quelle finesse d'esprit. Supernatural qu'il faudra aussi que je continue, ça c'est pas Très possible. bien. Mais oui. Alors, on se quittait la dernière fois sur la destruction de Krypton. Et nous commençons sur l'épisode sur en fait Kal-El il s'est trompé. Jor-El il s'est trompé. Brainiac avait raison. Et Krypton va marcher et vient de perdre son fils. Donc on va avoir la suite des aventures de Jor-El qui va devoir chercher son fils. C'est un peu relou. Non, c'est pas ça. Donc effectivement, Krypton va être détruit. Et Kal-El, donc le petit Clark Kent, va arriver dans le Kansas et trouvé par ses parents. Donc Martha et John Kent. Voilà, on va le voir grandir, développer ses pouvoirs et arriver à Metropolis. Deux petites précisions, il n'est pas Clark Kent avant Clark de Kent. rencontrer Jonathan et Martha Kent, on est d'accord? Non, Il il est était Kal-El. voilà. Il est Kal-El et Mais écoutez, puis c'est après- génial, on a le même nom. Vous avez qu'à m'adopter. C'est ça qui C'est est- formidable. c'est pratique. Ça tombe tellement bien. Tu vois, on fait un re-Snyder quoi. Mon dieu, La et on vie- s'appelle Ken tous les deux, c'est quand même tous les trois. C'est quand Eh même. ben, vivons sous le même toit. Mais il y a un petit bail comme ça, on n'en parlera pas. Mais la mère, la décision de la mère, elle est Je prise très très vite. Hein, Ouais, je kiffe allez, cette scène. ouais, ouais. On en parlera. On ouais, s'emmerde je kiffe pas cette avec la paperasse, tiens rien, ça se passe bien chez les Ken. Donc la navette effectivement arrive dans l'atmosphère, un couple en voiture pépouze roule en campagne, la navette atterrit non loin de ces humains, et Martha, puisque on apprend qu'elle s'appelle Martha, sort de la voiture, elle découvre un bébé, on apprend que le mari donc s'appelle Jonathan, Joe, je sais pas, c'est vous qui voyez. Et il a cette réflexion tout de suite, hein, qui nous en apprend. C'est les beaucoup. communistes. Alors, C'est les Russes. c'est les Russes. Mais alors du coup, j'ai failli me dire, ah la vache, du coup ça va, du coup ça se situe pendant la guerre froide, machin. Puis après je me suis dit, bon, les Américains ils sont capables de faire ça aussi dans les années Oui. 2000. En fait, Il y a pas de Ouais, ça reste, me- c'est les moi, Russes. On Moi, méfie ça m'a toujours fait des penser communistes. ça m'a fait penser à Primordial parce qu'il parlait de Sputnik. Et moi ça m'y a fait penser, mais 3 secondes, hein, pas plus. Parce Ah, que ouais. vraiment, il n'y a rien de... Et moi je tiens à dire que si Martha Kent, elle était dans l'univers de Cthulhu, elle était morte déjà. Elle arrive, elle pose direct ses mains sur le truc alien. C'est vrai. Si c'était pas si pacifique, je sais pas Mais c'est s'il vrai faut que avoir c'est- ce genre de réaction. Comme tu disais, c'est vrai qu'il y a de la fumée partout quand la navette atterrit. Donc du coup, c'est effectivement Martha qui va trouver la navette, elle, en première, pendant que Jonathan est encore en train de chercher. Elle voit ce bébé, et ça y est, c'est fait. Les papiers Ouais. d'adoption ont été signés, la décision est prise, elle a déjà choisi la couleur de la peinture de la chambre du petit. C'est vraiment, elle le prend, et elle passe à côté de Jonathan, et limite elle le calcule pas, en mode c'est bon, j'ai mon petit. Mais Ça ne sert plus à rien. j'aime bien le côté, elle lui laisse pas le choix, quoi. Oui. C'est-à-dire Ah qu'à oui. aucun moment, quand bien même il aurait... Oui, mais non, mais peut-être que... Non, en fait, Ah, c'est il comme essaye, ça. hein. J'aimerais Et bien oui. voir la même scène, mais avec un truc avec des tentacules. C'est mon enfant, c'est mon enfant. C'est quoi cette chose? Ça n'est pas une chose, c'est un bébé. Par contre, il se fait avoir dès qu'elle le lui met dans les bras. Ah Là, bah c'est oui, mais ça, Ah ouais. c'est terminé, Et ça. il lui prend le doigt et il lui broie. Je me souviens plus, du coup, qui l'appelle Clark. Il tombe direct d'accord ou... En fait, c'est plutôt bien fait. Je trouve ça c'est intéressant la structure de l'épisode, parce que du coup, on a vraiment du coup ces passages de vie de Clark. Et il y a le moment justement où elle remonte vers la voiture, où elle cherche des noms, elle pense à plusieurs noms, et elle dit bah tiens, on n'a qu'à se servir de mon nom de jeune fille. Et au moment où elle va dire le prénom en question, en fait, c'est lui dans la salle de classe près de la Oui, fenêtre, oui, oui. avec la prof qui l'appelle Clark. Effectivement, on a direct un saut dans le temps, et de toute façon, c'est ce qu'on dit depuis le début, que ce soit avec Batman ou avec Superman. Le montage et tout a des allures de film quand même, je trouve. Ouais. Et ça marche vachement bien. Donc on voit Clark Kent, du coup, pour la première fois, en tout cas Il sur les regarde un bancs oiseau, il musicales. regarde un petit oisillon qui passe devant la fenêtre. Ah bah, C'est un fait c'est très un poète. important à préciser, effectivement. C'est un poète. Effectivement. Et on nous montre qu'il est intelligent, puisqu'en plus il répond à la prof, et c'est important de le souligner, c'est pas juste des muscles. Et oui, il a eu un A, elle lui donne un
comme d'habitude. En plus, on se sert de Lana, du coup, pour nous faire comprendre, dont on ne sait pas encore que c'est Lana, pour nous faire comprendre que c'est habituel et que de toute façon, il a toujours des bonnes notes, même si il est toujours un peu la tête dans les nuages. Mais Clark, c'est aussi et surtout un ado en changement, puisque effectivement, il se sent bizarre. Mais j'ai pensé à ça aussi, ça faisait très mon corps change. Ah bah c'est complètement ça, je trouve. Mais sa pote, pour Lana, lui dire ah je me sens bizarre, mais t'as toujours été bizarre. Ça merci, c'est gentil. Alors, par contre, autant vous le dire tout de suite, hein, au niveau des ados, l'identification s'arrête là, parce que si vous êtes ado et que vous entendez des voix, ou si vous entendez et que vous voyez des choses, c'est vous êtes que schizophrène. En tout cas, il faut aller consulter quelqu'un, effectivement. C'est pas logique, effectivement. C'est pas à la puberté que vous allez commencer à entendre des trucs, quoi. Et il entend deux autres ados en train de discuter. Et dans la réaction de Lana, c'est oh cette pute. Elle ne dit pas comme ça. Non, je pense pas effectivement qu'elle dise cette pute. C'est qu'en gros, c'est un peu oh cette chaudasse. Ouais, c'était un peu l'idée en vrai, hein, quand même. C'est un peu l'idée, effectivement. Parce que oui, elle lui dit oh, il y a personne chez moi ce soir. Ah oui, c'est vrai qu'il y a cette idée-là, ouais. J'avais trouvé ça, ouais, tout à fait. Il entend en tout cas un pneu éclater. On voit du coup en parallèle un camping-car, une voiture qui fonce, en tout cas pas loin d'une station essence. On voit une énorme citerne. Mais c'est fort parce qu'il entend le pneu éclater avant qu'il éclate. Oui, c'est vrai. D'un coup, il se retourne, il fait ah qu'est-ce qui se passe. Mais en même temps, c'est Superman. Oui, non, mais il se rend déjà compte qu'il y a un peu... Du coup, il est en train de lui expliquer justement comment dire, qu'il a ses sens réagissent bizarrement. Il y a effectivement l'exemple où il entend de très loin. Il lui explique aussi qu'il voit à travers les murs et qu'il voit justement la prof qui est en train d'accrocher les ballons pour cette soirée spéciale, je sais pas quoi. Et en fait, non, parce que la voiture a déjà perdu contrôle à ce moment-là. Lui, il entend la perte de contrôle de la voiture et du coup se doute qu'il risque d'y avoir un accident. Et c'est super intéressant aussi, parce que du coup, voilà, on nous présente dès le début Clark comme quelqu'un qui peut pas s'empêcher d'aider dès qu'il y a une situation. Imaginons par exemple, il verrait son père en danger pendant un cyclone, il irait le sauver. C'est ça. Un exemple au hasard. Voilà. Le chien. Oui, totalement au hasard. Du chien. En tout cas, effectivement, il entend le pneu éclater. Comme tu le disais, il ne se pose aucune question, ni une ni deux. Il bondit, il y va. Il arrive sur les lieux très rapidement et sans se poser de questions, il sauve les occupants du camping-car. Ils ont vraiment pas de chance à aller parce que déjà ils ont un accident et en plus ils foncent vers un truc un énorme camion, un camion citerne d'essence devant une station-service. Ah bah c'est pas de bol. C'est vraiment c'est pas de bol. Et il sauve les occupants, mais il se rend compte qu'il reste encore la petite fille dans la voiture, dans le camping-car. Ouais. Alors le summum du pas de bol, effectivement, puisqu'il reste, comme tu le dis, une jeune fille, petite fille même, dans le camping-car. Et alors moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'il s'en aperçoit presque de lui-même. C'est-à-dire que eux, les parents, c'est bon, on est sauvés, on peut y aller. La première réaction, ce serait de dire ma fille. Merde, c'est non, ils se font sauver. Après, je sais même pas s'ils ont une réaction, je m'en souviens plus. En tout cas, il y a un gosse, il y retourne encore une fois sans se poser de questions. Et c'est, je trouve, très intéressant. Parce qu'on n'est pas sur un Superman qui va au contact tout en sachant ce que sont ses pouvoirs. Là, il y va, il sent connaître la limite de ses pouvoirs. Et c'est d'autant plus intéressant et ça dit beaucoup de choses du super-héros, je trouve. Après, il sait qu'il a la force d'éclater la vitre à main nue, quoi. Ouais, non mais d'accord, mais entre éclater une vitre et survivre à une explosion... Ce qui est intéressant, c'est que c'est un Superman qui est... Enfin, c'est un Clark, pas encore un Superman, qui est inquiet, qui a peur justement de ce qui est en train de lui arriver, des changements qui se produisent chez lui. Et du coup, le fait que malgré ça, quand il y a un danger qui se présente, il agit directement, quelque part ça me fait un peu penser à ce qu'on a par exemple dans All Star, Superman, quand justement il est sur le point d'annoncer à Loïs qu'il va mourir, et qu'il entend cette jeune fille qui est sur le point de sauter d'un immeuble, et que sans se poser la moindre question, il y va directement, qui met toujours les autres avant lui. Et il y a vraiment ce même genre de côté, voilà, qu'on retrouve déjà jeune du coup de Clark Kent, qui même s'il est inquiet, même s'il est là centré sur lui-même à penser à lui, qu'est-ce qui m'arrive et tout ça, il y a un danger, on oublie tout ça, on y va. Oui, c'est ça. Et il se pose absolument pas de questions, il y va de la même manière que dans Kryptonite, là, il y a un moment donné, c'est pareil, il va jusqu'au bout du bout, où on pense même qu'il va y passer. Il pense à lui avant les autres, et c'est ça aussi qui fait le super-héros. Et ce que j'ai beaucoup aimé, et on le dira j'imagine dans l'épisode 3, mais je trouve qu'effectivement il y a l'épisode 1 où c'est le avant Clark Kent, il y a l'épisode sur Clark Kent qui est celui-là avec effectivement ses pouvoirs mais en tant que Clark Kent, et il devient vraiment Superman dans le 3.
Donc je trouve qu'il y a vraiment un sens d'avoir fait 3 épisodes, en tout cas un épisode en 3 parties, et avec vraiment chacun son identité, sa partie. Mais putain, mais qu'est-ce que ça marche, quoi. En 60 minutes, ils te font une super origin story de Superman. Complètement. Donc on a cette énorme explosion, il sort des flammes avec l'enfant dans les bras, forcément. Pas une égratignure, hein, pas brûlé, Pépère. Et alors, bravo au confectionneur de son pantalon, parce qu'on voit bien que son t-shirt n'aime pas résister, mais évidemment, il faut quand même rester tout public, donc c'est un jean de très bonne qualité. C'est un jean de très bonne qualité. Et du coup, on retrouve Jonathan et Clark à la ferme, où là, James, ils vont nous parler encore un peu plus de ses pouvoirs. Oui, parce qu'on le voit, il est avec Jonathan et il a une barre de fer, donc il dit « je suis plus fort de jour en jour ». Et lui dit, enfin, Jonathan est un peu étonné et il lui dit, regarde ce que je suis capable de faire. Et donc Jonathan tient la barre de fer comme ça devant lui, devant son visage. Et devant son visage, effectivement. Et là, Clark l'a fait fondre avec sa vision thermique. Il faut s'arrêter au centième de seconde précis pour ne pas lui faire un trou dans le crâne. Quand même. Ce serait tellement drôle. Ah bon. Ah merde, zut. Ah. On a un appel de Lana, ce qui le fait visiblement courir vite, en tout cas d'après mes notes. Non, il appelle, il n'a pas répondu. Il dit, c'est Martha qui arrive en disant que ça fait plusieurs fois qu'elle a appelé. 3 fois. Et que lui, il n'a pas répondu, il n'a pas voulu répondre à Lana. Parce que ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est qu'après justement qu'il y a eu le sauvetage justement de ce couple et de la petite fille, il y a Lana justement qui arrive et lui... Et qui est étonné en disant, t'as rien du tout, t'es pas brûlé. D'ailleurs, on en parle que Lana, c'est moi où on la met dans une position, en tout bien tout honneur, de vraiment la fille au taquet. Oui. Genre, elle l'appelle, elle est vraiment... Et dès le début, elle dit qu'elle craque sur lui depuis qu'ils sont gamins. Depuis ses 3 ans, ouais. Voilà. Et je me souvenais... Parce que même dans Smallville, par exemple, tu vois, Lana, elle est pas du tout comme ça. Enfin, et dans les Superman que j'ai lus, moi, en tout cas, Lana, c'est vraiment l'ancienne bonne copine, mais c'est pas non plus de fou, quoi. Ça arrive souvent dans les comics qu'il y a comme une histoire de cœur entre deux. Après, là, ce qui est assez marrant dans cette série, c'est qu'on sait pas trop, parce que du coup, elle dit qu'elle craque sur lui depuis qu'elle a 3 ans, mais quoi? Est-ce que du coup, il l'envoie chier depuis qu'elle a 3 ans, depuis qu'ils ont 3 ans? C'est-à-dire tout le temps, elle essaye, et en fait, tu fais, mais laisse-moi tranquille maintenant. C'est ça, vraiment. Arrête. Arrête, maintenant ça suffit. On a ensuite Martha qui nous dit qu'apparemment le moment est venu, hein, ce serait le moment idéal pour apprendre à Clark d'où il vient, dans quel état il vit. Non, c'est Jonathan qui le dit. C'est Jonathan, excusez-moi. C'est Jonathan, ouais. Ah non, oui, je crois le moment est venu, Martha. Oui, c'est pour ça. Oui. Parce que moi, j'ai mal lu, en fait, mes notes. On se retrouve ensuite dans la grange où, clairement, on lui explique qu'on l'a retrouvé. Enfin, bref, ce qu'on a vu au début de l'épisode. Hein, je vais pas vous refaire le film. C'était pas très bien planqué, quand même. Hein. Ouais, moi, je m'étonnais, le truc... Les parents, ils ont un truc énorme dans la grange. Une énorme c'est quoi, caisse. Ce truc-là, avec un cadenas, là, il s'est jamais demandé, quoi. Il y a une énorme caisse dans le truc. Surtout qu'il est capable de voir à travers les murs. Donc là, le mec sait jamais pourquoi il y a un vaisseau spatial chez moi. Mon gars. Et forcément, j'ai envie de dire, alors, je trouve qu'on peut pas non plus aborder le podcast et aborder le personnage de Superman sans y faire allusion à un moment donné. Sans être à fond dans la religion ou quoi que ce soit. On a un Snyder, par exemple, qui a christianisé du coup le personnage de Superman, et en tout cas qui en a fait vraiment un dieu. Et là, moi, clairement, ça m'a carrément fait penser à Moïse, le panier d'osier sur le Nil. Enfin, il est vraiment là-dedans, quoi. Jonathan dit, oui, il y a des gens qui retrouvent des bébés dans des paniers. Nous, on t'a retrouvé là-dedans. Bah voilà. Donc, la référence, elle est vraiment explicite, quoi. Donc effectivement, on se retrouve avec cette navette et il lui dit, parce que, comme on vous l'a dit, il est intelligent, mais d'où est-ce que je viens? Parce qu'il comprend bien qu'il vient pas de Floride, tu vois ce que je veux dire. Il se doute bien qu'il vient d'ailleurs. Donc, et là, ils savent pas, hein, très clairement, ils sont dans l'expectative, ils savent qu'il vient pas d'ici, ils se doutent bien, hein, vu les pouvoirs qu'il a. Et là, il lui donne la boîte qu'ils n'arrivent pas à ouvrir, mais en lui disant... Moi, j'espérais vraiment que la boîte, tu sais, soit les espèces de puzzles là où tu dois bouger les carrés comme ça pour réussir à refaire la forme. J'ai tellement pensé à ça. C'est relou, putain. J'ai tellement pensé à ça. Zut. Et tu sais, il finit par péter les pièces tellement il en a ras-le-bol, quoi. Mais du coup, il y a le fameux symbole qui apparaît sur la boîte. Tout à fait, j'allais venir. Donc cet artefact, effectivement, comme tu le disais, avec les pièces qui bougent, ça finit par former le S.
et apparemment agit sur son cerveau. Et on a vraiment un rayon. Bah, ça se projette sur son... parce qu'il le tient, et ça se projette sur son front, et le S se projette sur son front, et du coup, ça lui envoie un message dans la tête. Et clairement le transporte devant ses parents qui commencent à lui parler, qui commencent à lui donner des infos. Qui appelle Kal-El, tu dis mais c'est qui Kal-El? Et qui commence par lui dire « Nous sommes tes parents ». Ah, bon, voilà. Effectivement, comme tu le disais, Kal-El par-ci, Kal-El par-là, Kal-El par-ci, Kal-El par-là. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est qu'au début, ils sont devant lui, puis après, il bouge, alors qu'il a pas trop bougé en vrai, mais... Et après, il le regarde plus du tout en face, donc ça fait bizarre. Ouais. Ils sont là tous les deux comme ça. Oui, tu es notre fils. Mais j'aime beaucoup le principe que ce soit un enregistrement qui lui parle. Tu vois, c'est pas le truc d'espèce d'intelligence artificielle qui est capable de répondre à tout. Machin. D'accord, ouais. Ça, c'est une discussion que j'avais eu plusieurs fois avec NCK, justement, de la Ligue Nakama, qui aime pas du tout aussi le principe d'avoir cette espèce de père hologramme qui peut répondre à tout, machin. Et là, t'as vraiment ce côté, ok, ils ont trouvé le moyen, voilà, de lui faire connaître son passé, même de lui faire voir sa planète, lui faire découvrir des choses, mais voilà, t'as vraiment quand même ce côté de perte, parce que là, t'as pas un échange continuel où tu peux avoir des questions-réponses, tout ça. C'est juste, voilà, t'as ce message qui a été préenregistré, quoi. Et c'est vraiment intéressant ce côté-là. J'avoue que je me souviens plus, encore une fois, hein, la série, je l'ai regardée par parcimonie quand j'étais gamin, et pas du tout comme Batman, en l'occurrence, j'étais beaucoup moins assidu. Et du coup, je sais qu'il y a Forteresse de Solitude, si j'ai pas de conneries. Je me suis posé une question, je sais plus non plus. Je ne me souviens plus si effectivement il y a ce côté hologramme, intelligence artificielle qui donne des infos et qui le guide. Ouais. Mais moi aussi, j'ai vachement apprécié que ce soit cette boîte mémoire qui lui dit en substance que son monde a disparu, ce qu'est Krypton, les capacités qu'il a avec le soleil, donc du coup ça lui donne des infos et ça le rassure. Mais c'est fou qu'il le sache, que d'un coup le soleil jaune, ça leur fait ce genre... C'est quelque chose qui m'a toujours... pas posé problème, parce que je suis pas là-dessus quand même, mais je me suis toujours dit, mais merde, ils savent que le soleil leur apporte des pouvoirs, déménager les mecs, je veux dire, effectivement. Moi tu me dis ça, j'y vais direct là. Mais non mais, ou même tu sais créer, je veux dire, ils ont l'air hyper intelligents, technologie à mort, créer un soleil artificiel, faire un truc qui fait que à l'intérieur de Krypton... Non mais c'est trop facile, ça, vous êtes des petits joueurs... On aime le challenge chez les Kryptoniens. Après, sur le fait de ne pas se déplacer, on peut dire que c'est la même raison que celle pourquoi ils n'ont pas de vaisseaux spatiaux. Alors ça dépend des versions, ça peut être à cause de la religion, ça peut être à cause de différentes choses. J'aime bien la version à cause de la religion, parce que c'est un truc assez réaliste. Oui, mais s'ils n'ont pas de vaisseaux spéciaux, comment ils savent que le soleil jaune, ça leur fait... Parce que Jor-El, c'est le seul qui ait su que la planète allait exploser, et du coup, lui, il est vachement plus malin que les autres. D'accord. Il est pas con, Jor-El. Ta gueule, c'est magique. Exactement. Mais oui. Mais moi, j'ai bien aimé d'ailleurs qu'ils lui disent vraiment, tu dois utiliser tes pouvoirs pour le bien. Tu dois, il y a cet esprit encore quand même de, tu dois mettre en avant ta personne. Enfin, c'est pas ta personne qui doit être mise en avant. Tu dois l'utiliser pour les gens autour de toi. Ouais. Texto sensu, ils lui disent de se servir de ses pouvoirs autrement que dans la colère. Et du coup, je trouve même cool que ce soit vraiment lié aux deux. C'est-à-dire que c'est peut-être aussi pour ça, du coup, qu'il n'y a pas de soleil. C'est parce qu'ils ont complètement conscience des failles de l'homme, ou en tout cas du kryptonien qui peuvent être. Et du coup, ils savent qu'on peut céder à la colère et du coup se servir des pouvoirs à mauvais escient. Donc, je trouve que ça se répond et c'est pas du tout déconnant. Et en plus, leurs propos se finissant là-dessus, ça donne vraiment une ligne directrice, un code, une frontière à ne pas franchir pour Superman, en tout cas pour Clark Kent. Ne te mets pas en colère. Et là, pour le coup, il le suit pas très bien parce que direct, il s'énerve. Hein. Bon, après, c'est un ado. Hein. Voilà. Dès que tu lui interdis un truc, paf, quoi. Je veux un scooter. Non, mais c'est la crise d'adolescence la plus courte de l'histoire des crises d'adolescence. Il revient dans la grange parce que il était en mode. Mais il a pas bougé en vrai, hein, puisqu'on les voit, les parents. Pendant qu'il a la vision, on voit les parents qui, lui, il a pas bougé, il est comme ça avec ce truc, ils sont là, qu'est-ce qui se passe Ça y est, il est tout cassé, il a bugué, tu vois. Non, même pendant d'ailleurs, puisqu'il y a des espèces de comment dire. Il fait des sons, enfin il y a des espèces de petits cris, machin, et du coup Martha veut l'arrêter. Il crie, oui, je suis un humain normal. Moi qui gueule aussi, je suis pas un monstre. Et du coup Martha veut arrêter parce qu'il est en train de crier, machin, et c'est Jonathan qui lui dit non, laisse-le, voilà, faut qu'on attende, faut qu'on reste à notre place et qu'on attende qu'il vive ce qu'il est en train de vivre. Et il n'y croit pas.
Alors j'avais envie de dire, mec, je sais pas ce qu'il te faut. On vient de prendre possession de ton cerveau pour te montrer des images de gens que tu ne connais pas, qui sont habillés tout Jean-Paul Gaultier qui sont, pour au final que tu dis, j'y crois pas. Tu peux plier le métal, tu survis à des explosions, tu vois à travers les murs, il y a un vaisseau spatial, et il y a une boîte qui vient de directement envoyer des images dans ton cerveau et de te montrer une autre planète. Peut-être qu'à un moment, tu peux commencer à te dire qu'il se passe un truc. C'est à cause des chemtrails, j'en suis sûr. C'est pas possible. Il court, il saute, et il finit 2 sauts en saut par s'envoler. Et là, c'est là où il y a le moment très critique, parce qu'il saute, il est comme ça. Oh, enfin, ouais, alors, je suis désolé, mais en même temps, moi demain je vole. Je veux dire, je peux te garantir qu'il y a quand même un moment donné où je gonfle un peu du ciboulot. C'est-à-dire que, ciboulot, expression des années 70, pour ceux qui ne savent pas. Mais en tout cas, il y a moyen que je me prenne pour un dieu 2 minutes devant tout le monde, tu vois, genre en mode... Oui, mais t'es pas obligé de te mettre les bras en croix en mode... Ah oui, si, je pense que vraiment... Regardez-moi, je suis Jésus. Non, mais j'adore qu'en plus, il part, tu vois, il est choqué, il est vraiment en mode colère, machin, et dès qu'il se rend compte qu'il peut voler, là c'est wouhou, la vie est trop belle. Et ce qui est super vraisemblable, franchement c'est normal, moi je réagirais pas complètement. Alors je sais pas vous, mais moi quand on me demandait quel pouvoir je voulais, alors non, avant de les dire, je vais vous demander à vous, James, toi 2 pouvoirs. Arrêtez le temps. Et pour le rond. Putain, pas con. Oui, c'est pas con de dire l'arrêter et le remonter, tu vois, parce que sinon... Et toi, Sofiane? Téléportation, invincibilité. Putain, c'est ouf. Moi, c'est voler et invisible. Mais invisible, mais t'es vraiment un sale pervers. Hein. On sait tous ce que tu veux faire. Hein. Mais non, mais je trouve ça trop classe, quoi. Tu peux tout faire invisible. Non, mais invisible, téléportation et invincible, mec. Tu peux aller partout dans le monde, voyager partout, aller où tu veux. Tu vois, j'ai envie d'aller bouffer à Tokyo. Je suis à Tokyo. Et invincible, tiens, ouais, c'est vrai, téléportation, c'est clair que ça pète quand même. C'est même mieux que de voler. Oui, bah en fait. Ça a son avantage aussi, voler. Mais téléportation, t'arrives où tu veux. Non, mais c'est ça, voler, c'est quand même un effort, tu vois. Tu dois faire l'effort de voler, alors que téléporter, tu te téléportes. C'est vrai. Il commence à y prendre goût, le bougre. Et du coup, sa crise existentielle est totalement finie. Tout à fait, ça va mieux. Ça va mieux quand tu disais des gens, effectivement. Wouhou, c'est trop cool, je vole. On se retrouve au Daily Planet, à Metropolis. Non, d'abord, il va voir ses parents. D'abord, il fait peur à des chèvres. Ouais. Il vole au-dessus de Smallville, il tourne autour du château d'eau. Et puis après, il refait un mode christique avec ses parents et il arrive. Pour impressionner ses parents. Et là, parce qu'il les appelle, puis du coup, ils sont là. Mais où est-il? Et là, il regarde en l'air. Oh, Clark! Et ils sont pas trop étonnés qu'il vole. C'est plus, ils sont contents de le retrouver. Mais qu'il arrive en volant, ça va. Ah bah attends, il commence aussi à se dire de toute façon, il a failli me dézinguer la tête avec ses yeux laser. Je peux comprendre. Je m'estime heureux qu'il ne fasse que voler. C'est ça. Du coup, on arrive à Metropolis et on a le reportage à la télé sur la petite fille qui s'est fait sauver par un ange. C'est encore intéressant ça pour le coup, parce que du coup, quand on arrive à Metropolis, en fait on vit du coup l'arrivée de Superman comme le vivent les citoyens. Ça veut dire vraiment avec cette apparition mystérieuse. Du coup on a effectivement, comme dit James, ce News TV qui nous explique qu'une petite fille a été sauvée. On nous montre qu'elle était tombée d'une fenêtre du 39e étage, je crois, un truc comme ça. Et que justement, qu'un espèce d'ange bleu l'a sauvée et l'a déposée sur le trottoir. Où elle s'est fait kidnapper 30 secondes après par un pervers, et du coup on l'a jamais retrouvée. Non, il la laisse sur le trottoir en fait. Allez, salut. Allez, bye. Et non, c'est intéressant cette façon de faire justement. De vraiment, au départ, on est à Metropolis et on le vit vraiment comme les gens. Ça veut dire, tiens, il y a ce mystère d'une entité qui sauverait des gens. Et du coup, Loïs, elle y croit pas. Elle y croit absolument pas et elle rentre avec fracas dans le bureau de Perry White. Et nous, en tant qu'aficionados de Superman, on est content de retrouver ces personnages. Qu'on aime tant, notamment Perry White. Moi, ça a toujours été un personnage que j'aimais beaucoup. Elle en a marre. Moi, je supportais pas dans les cycles. Ah ouais, non, moi j'aimais bien. Toujours parler d'Elvis là, mais c'est bon, ferme ta gueule. En tout cas, elle en a marre qu'on bascule systématiquement dans le sensationnel. Alors, j'avoue que ça me fait un peu rire. Quand on entend Louise dire ça quand même. Et là, du coup, elle dit un truc intéressant, c'est qu'elle a passé la soirée sur le port à traquer des trafiquants d'armes. Et du coup, elle râle qu'en première page, ça soit un article sur l'ange. Qu'on soit effectivement. Plutôt que son article à elle, qui était beaucoup plus intéressant. Bah, en tout cas, elle
pour elle, c'est un peu de la poudre aux yeux, quoi. On s'intéresse pas au vrai problème, quoi. Et Ouais. on parle du mec qui a sauvé avec une cape rouge, et effectivement, on parle pas de la corruption qu'il peut y avoir dans Metropolis. Elle veut du journalisme d'investigation, vraiment. Pas complètement ça. En tout cas, on a sa rencontre avec Clark Kent pour la première fois. On apprend, en tout cas, il lui apprend qu'il vient de Smallville, du Kansas. Du coup, La tête qu'elle fait quand il lui dit vous connaissez le Kansas? Ah, on dirait que ouais, c'est bon. Mais ne me parle pas, sale pouce de merde. en tout cas, ça tease un peu le fait de son surnom, puisqu'elle va continuer à l'appeler Smallville au fur et à mesure des épisodes. Il y a un truc qui est marrant aussi, c'est qu'au moment où Perry White lui dit j'ai engagé quelqu'un, il est mignon. C'est un peu. Bah, vous avez qu'à me le dire vous-même. Puis du coup, il est juste derrière elle. Et l'autre, il est juste derrière. Salut. Ensuite, on s'intéresse un peu plus à LexCorp avec la démo de sa nouvelle arme, en l'occurrence un robot, une armure. C'est même pas un robot, c'est une armure. Il y a un autre truc qui est intéressant avant. C'est donc Perry qui dit non, je crois que c'est Lois qui dit qu'elle a son interview, qu'elle peut pas faire parce que Perry lui demande de lui faire le tour du journal. Elle lui dit qu'elle peut pas faire la babysitter parce qu'elle a justement elle a le rendez-vous pour la présentation de la nouvelle arme de Lex. Et là Perry dit un truc qui va peut-être être intéressant pour la suite, que c'est toujours Lois qui fait les interviews de Lex Luthor. Et avant de passer à Lex Luthor, déjà, on a aussi la rencontre d'un autre personnage du lore de Superman, Ouais. Jimmy Olsen. Quand ils vont vers l'ascenseur, ils tombent sur Jimmy Olsen, et justement, Lois va se servir de lui, vu qu'elle considère totalement Clark comme un bouseux qui vient de sa campagne, justement. Elle va se servir de la présence de Jimmy Olsen pour pouvoir se barrer en douce, du coup, pour aller toute seule interview à la présentation de l'arme, justement, de Lex Luthor, et donc va planter Clark Kent complètement dans les studios, va prendre l'ascenseur sans lui. Et ce qui du coup est marrant ensuite quand on arrive à justement sur le lieu de la démonstration de l'armement, Ouais, où il est déjà là. en fait Clark est déjà là, et ça montre déjà, ça va du coup mettre en place un peu ce respect entre les deux journalistes, où elle-même dit ok, je me suis peut-être trompé sur vous, vous êtes pas tant un bouseux que ça. D'ailleurs, il lui dit quand je fais, comment vous avez fait pour arriver là, il fait j'ai volé. Ouais, il cherche un peu par contre. Il cherche un peu. Et il y a un autre truc qui est intéressant par rapport à Jimmy, c'est qu'il dit qu'il est toujours pas. Normalement, il est photographe. Et là, il n'est pas encore photographe, il est coursier. Et il dit que Lois l'utilise souvent pour ses photos. Mais officiellement, il n'est pas encore photographe, il est juste coursier. Et par contre, pourquoi j'ai marqué Angela Rival? En fait, C'est la journaliste de télé. Quand on arrive, il y a Lois qui voit que la fille qu'on a vue dans le journal télé est là aussi. Elle est déjà en train de faire une interview. Enfin, même si Clark est là, mais Clark, il n'est pas là en train de rien faire. Il est déjà en train d'interviewer un scientifique et d'écrire des trucs et tout. Mais ça l'impressionne en fait, comment elle s'appelle, Loïs, puisqu'elle lui dit même vous n'êtes pas le cutéreux que je craignais. C'est ça. En plus, c'est rigolo parce que du coup, Lois, quand elle voit justement cette journaliste Angela, elle a vraiment quand même le côté assez pain bêche où elle va la chercher complètement en mode tiens, tu fais du vrai journalisme, c'est étonnant, qu'est-ce qui t'arrive? Ouais. Et du coup, l'autre peut la bâcher justement en lui disant oui, enfin moi, mon média n'envoie pas deux journalistes sur un même sujet. Et c'est là qu'elle découvre que justement Clark est déjà en train d'interviewer justement des scientifiques du projet. Mais c'est cool du coup parce que ça les met vraiment dans un rapport égalitaire qu'il n'y a pas forcément par exemple dans les films de Superman de Donner avec Reeves, où pour le coup il est clairement écrasé par la personnalité de Lois. Et il la suit plus qu'il ne fait son métier de journaliste. Là, vraiment, ils sont considérés au même niveau et ça, j'aime beaucoup. Ouais. Et ça place d'ailleurs tout un jeu de concurrence qui va suivre ensuite, en tout cas sur les épisodes 2 et 3, avec ce côté à chaque fois de l'un qui va dire à l'autre ok, seulement si on co-signe l'article. Ouais. Et chaque fois, il y a cette espèce de duel entre les deux où chacun, l'un après l'autre, va prendre le dessus par rapport à l'autre, justement, professionnellement. Et c'est assez cool, du coup, la manière dont c'est fait. Mais je trouve que c'est chouette parce qu'en plus, il y a un côté où... Moi, ça m'a toujours dérangé dans d'autres itérations du personnage, où clairement, elle est amoureuse de Superman et pas forcément de Clark, en tout cas dans un premier temps. Et là, moi, j'aime beaucoup parce que c'est ça aussi qui va construire leur amour, du fait qu'ils se tirent la bourre et qu'il y ait vraiment une rivalité gentillette entre les deux. Mutuel. C'est ça. Et du coup, je trouve que c'est vraiment, vraiment bien amené pour le coup. Ouais. On a la démonstration du robot militaire. C'est une espèce d'exosquelette d'armure. Pour simplifier, c'est un grossier Iron Man.
Je pense Oui, qu'on c'est peut partir là-dessus. On a un Lex Luthor avec un Clark qui entend quelque chose. Moi, ce qui m'a étonné, mais, on l'a maté en VF a priori, c'est que j'avais oublié que Lex Luthor, c'était la voix de il avait la voix de Stallone. Oui. Alors moi, je l'avais absolument pas oublié parce que quand j'étais gamin, c'est le truc qui m'a fait aller sur la série. Comme je vous l'ai dit en préambule dans le premier épisode, moi Superman, c'est pas un super-héros que je suivais plus que ça. Mais quand j'ai entendu que Lex Luthor avait la voix de Stallone, ça m'avait... Déjà qu'il était black et qu'il ait la voix de Stallone, je trouvais qu'il pétait le charisme, quoi. Elle marche ultra bien. Mais c'était juste dingo, quoi. Et j'avais vraiment envie de voir ça, quoi. Et surtout d'entendre ça. Et puis en plus, là, aujourd'hui, j'ai plus tout le nom en tête, mais le doubleur de Stallone, il se fait vieillissant. Et du coup, tu sens qu'il est un peu moins en forme. Là, le mec est en pleine possession de ses moyens. C'est un truc de malade. Et alors, est-ce que tu veux que j'appuie encore un peu plus sur le clou, mon cher James? C'est Alain Dorval, la voix de Stallone. Parce que la voix de Stallone, c'est aussi la voix de Pat Hibulaire. Ah oui. Et quand tu vois, moi je redécouvre avec mon fils et ma fille, j'ai redécouvert forcément tous les épisodes de Mickey, la maison de Mickey et toutes ces conneries-là. Et en fait, tu te rends compte que le mec, le week-end, il se fait des kiffs et il double tous les épisodes. Et autant vous dire qu'il y en a une tapée, je sais de quoi je parle. Ou il double Pat, quoi. Donc il fait Rocky, il fait Rambo et puis Lex. Pat. Et Lex. Je trouve ça juste dingue. Et Lex, du coup, effectivement, ouais. Mais le mec est aussi Pat, quoi. Alors un peu une petite pensée aussi pour le gars qui double Dingo. Ou Donald. Putain, mais c'est juste fou, quoi. Pour revenir au podcast, on a Lex qui, du coup, en tout cas, vend le robot comme une arme pour arrêter la guerre. Et c'est à ce moment-là, mon cher Sofiane, que Clark Kent entend des voix. Non, en fait, il entend le sondeur parce que c'est ces deux motos volantes et le vaisseau qui va servir à prendre justement le robot. Et il entend un son, il se retourne, il regarde à travers le mur et il les voit en train d'arriver justement en volant vers la salle, juste avant qu'il fasse exploser le mur justement pour pénétrer à l'intérieur et voler le robot à l'aide de câbles du coup. Et on voit d'ailleurs à ce moment-là, Clark Kent remarque Lex Luthor qui discrètement s'en va juste au moment de l'attaque, justement. Et très serein, hein. Je veux dire, le gars descend et il tu vois le mec pas surpris, quoi. Ouais, c'est ça. Clark se change. Et il se change en plein milieu du monde, hein. Parce qu'il y a juste le petit rideau. Allez, hop, c'est parti. Vraiment, il a pas peur. Hein. Les méchants, puisque c'est de qu'on parle, récupèrent le robot. C'est des vilains. Non, alors attendez. J'ai marqué Lois trébuche et une porte lui tombe dessus. Non, c'est pas une porte, c'est une colonne. En fait, elle trébuche sur un sac à main qui a été laissé par terre. Et du coup, il y a une colonne qui va lui tomber dessus. Et là, évidemment, contre-plongée. Elle est là, les bras au-dessus de la tête pour se protéger, parce qu'évidemment, ça va la sauver de la colonne, mais on a tous ce réflexe à la con quand il y a un truc comme ça qui arrive. Bien sûr. Et rien ne se passe, et là, elle rouvre les yeux, et elle voit cet homme, cet ange de Métropolis, habillé en bleu, qui... comme ça, la force de ses biceps saillants retient cette énorme colonne de pierre de lui tomber dessus. Et qui va la balancer. Tu dis, mais il y a 20 personnes de côté de la pièce qui, elles, se sont prises la colonne, par contre. J'imaginais, il balance la colonne et se ressent et t'entends « Ah !» Cette poutre tombe parce que, je sais pas si vous avez remarqué, donc ils arrivent en vaisseau dans le truc de l'Excorp, mais ils ne repartent pas par la porte, parce que la porte, c'est vraiment pour les pauvres. Donc, ils arrivent vite dans le toit, on fait un énorme trou et même pas il tire ou je sais pas, non on traverse le toit, on s'en fout, on avance. On appelle le syndrome Black Adam désormais d'ailleurs. C'est complètement ça. Le mec a une porte à côté, il défonce le mur parce que c'est Dwayne. Je déteste les portes. Les méchants s'en vont, hein. Ils vont pas rester là de toute façon, hein, tu vois. Et il y en a un qui dit à l'autre, nous sommes suivis. Il se retourne, il y a Superman effectivement. Il se fait mitrailler la gueule, les explose sans problème. Et on voit bien qu'ils survivent. Aucun souci. Mais c'est pas du tout, rien n'est fait au hasard. Rien n'est fait au hasard dans le truc, parce que déjà quand ils disent qu'ils sont suivis, c'est vous me croirez jamais, mais il y a quelque chose qui nous suit très vite. Donc déjà on nous présente le fait qu'ils veulent très rapidement. Juste avant, on nous présente le fait de sa force avec le coup de la colonne. Ensuite, on nous présente le fait qu'il résiste aux balles. Mine de rien, petit à petit dans cette scène d'action, on nous présente les différentes capacités surhumaine de Superman, et c'est très bien fait dans la manière dont on nous présente vraiment toutes ces capacités au fur et à mesure. Moi j'aime bien, c'est que
à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se fait jeter. Mais après, c'est pareil dans la série Batman. Faut vraiment qu'on te montre qu'il a survécu. Hein. Ne vous inquiétez pas. Il est... Oui. Ah bah oui. Vous inquiétez. Il n'est Tu pas le vois mort. je m'étais posé, en plus sur la série que j'avais remarqué aussi, et tu vois juste Superman qui repasse à côté, parce que du coup au début tu dis mais ils vont mourir ces types, et en fait tu vois qu'ils ouvrent leur parachute, et il y a quand même Superman qui repasse à côté pour te montrer qu'il était revenu faire attention à s'ils allaient bien se poser. Mais tu sais, comme dans, alors pareil, un rêve de vieux, hein, Shérif, fais-moi peur, tu avais la bagnole des Dukes, c'était le même plan sur tous les trucs, ou K2000, pareil, c'était le même plan sur tous les trucs pour économiser du pognon. Dans Batman, nous, on se pose la question s'il n'y a pas des plans au vent. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a un auvent d'hôtel. C'est un truc qui... ça s'appelle comme ça, hein, tu sais, le truc devant les hôtels. Oui. Et où tu as quelqu'un qui atterrit sur le truc quoi, pour dire il n'est pas mort, ne vous inquiétez pas. Même quand ils tombent dans l'eau, tu les vois ressortir. Et pourtant, Shérif Fais-moi peur, faut savoir qu'ils ont cassé, c'est un truc hallucinant, ils ont cassé 150 bagnoles. Ou un Oui, truc comme ça j'avais pour, vu. Ouais. 150 fois la même voiture des frères Duke. Shérif, fais-moi peur, qui, un des frères Duke, est le père de Clark Kent dans Smallville. Tu crois que... C'est vrai. Mais tout est lié, hein. Je ne sors pas cette rêve comme ça. Mais rien n'est au hasard, rien n'est laissé au hasard. Professionnalisme. Mais carrément. Le dernier de la bande, le chef, entre deux grosses guillemets, va pour balancer une roquette. Il l'évite, mais un avion c'est se la dommage, prend. ça, par contre. Ouais, Pas manque de de bol, bol. encore une fois. Gros manque de bol, qui était caché derrière un nuage et qui en sort juste à ce moment-là, et qui se fait désanguer son la aile, roquette. du coup par la roquette. Et alors, qui se prend la roquette, mais sur une aile. Enfin, il se fait pas exploser direct, puisqu'effectivement, l'avion va tomber à pic, et l'épisode se termine par ce cliffhanger. Parce que oui, l'épisode se termine par un cliffhanger. Ouais. Et je trouve ça excellent. Tu vois, ça pourrait s'arrêter pas sur un cliffhanger. Sur un affiliate. Et en Cliffhanger film avec Stallone, voix de Stallone qui fait la voix de Lex Luthor, tout se rejoint encore une fois. C'est tellement beau. Mais, non, mais je dis pas ça sans conséquence, en fait. C'est-à-dire que je me faisais la réflexion en regardant l'épisode 3 bien après l'épisode 1 et 2, que ils arrivent à faire en sorte que tu puisses vraiment regarder le 3 sans avoir vu les deux premiers. Ce qui est quand même assez excellent. Pareil, le 2, tu peux le regarder sans avoir vu le 1, mais complètement. Et je trouve que c'est vachement fort parce que ils arrivent... Je veux dire, moi, le 3, quand je l'ai commencé, clairement, je me souvenais plus que le 2 se finissait là-dessus, en fait. Et tant ça marche quand même. Donc, je trouve ça vraiment cool qu'ils arrivent à faire un cliffhanger, qu'ils arrivent à te faire un truc structuré en 3 actes. Et non, ça marche vachement Ils bien. suivent vraiment la règle, cette bonne vieille règle de Stan Lee qui disait un comic, c'est toujours le premier comic de quelqu'un. Et de la même manière, il part du principe qu'un épisode est toujours le premier épisode de quelqu'un. C'est complètement ça. Messieurs, qu'avez-vous pensé de cet épisode, Monsieur James? Eh ben, c'était très bien. C'est une super introduction, je trouve. On introduit très subtilement tous les personnages. Je trouve que on dévoile un peu du caractère de Loïs de façon assez subtile. C'est pas juste regardez là. Enfin, il est vraiment. C'est fait avec parcimonie et et dans l'action en plus. C'est pas pas les gros sabots. J'ai trouvé vraiment ça bien. Et même Lex. On le voit 30 secondes, mais on sait que le mec, il est pas, il a pas l'air si sympa que ça, quoi. Et on le voit 30 secondes, il pète le charisme, tu sens qu'il est dans des magouilles, mais qu'il est aussi hyper classe. On en apprendra en plus, bien plus, je trouve, sur le personnage dans le 3, quoi. J'aime bien l'idée le truc qu'il dit à un moment, il dit, parce qu'il peut, oui, je vends des armes et tout, il y a un peu un truc à la Tony Stark maintenant, mais du coup, c'était pas où c'est un vendeur d'armes. Mais il dit ouais, moi je fais pas des armes pour faire la guerre, je fais des armes pour arrêter la guerre. Je trouve ça intéressant. Enfin, il y a quand même chaque dialogue il est pas là pour rien et c'est vraiment ciselé, quoi. Après, dans le cas de Lex, ça sent vraiment l'hypocrisie du businessman. Oui. On n'est pas du tout dans une véritable idéologie, on est dans la grosse hypocrisie du businessman qui joue énormément, où il y a vraiment cette énorme dichotomie entre l'image publique qu'il essaye de donner et ce qu'il est en réalité. Mais ça on le dira d'autant plus dans l'épisode 3 et au vu de comment il se termine en plus l'épisode, je trouve la fin exceptionnelle du troisième. Je sais pas, je l'ai pas vu. Et pour le coup, je trouve qu'ils réussissent par contre ce que n'arrive pas vraiment à faire Batman,
et le Joker. Toi, tu critiques Batman. Bah ouais, je vais critiquer Batman pour le coup, parce que même si j'adore Batman, c'est Batman et ses vilains. Il n'a pas d'antagoniste. Même le Joker, tu vois, il n'est pas à son niveau, quoi. Et là, alors que Lex, c'est un humain, dans le 3e épisode, à la fin du 3e, tu sens qu'il va y avoir une confrontation entre les deux, et que même s'il va clairement manger sec, je pense, Luthor, le gars, il va, quoi. C'est-à-dire qu'il a absolument pas peur une seconde de Superman. Oui. Alors que le mec vole devant lui, quoi. Après, il faut dire heureusement qu'il est Lex, parce que le reste de la galerie des vilains de Superman... Mais complètement. Il n'empêche que j'aime beaucoup, moi, ça... Même si Brainiac... Ouais, mais Brainiac, c'est une entité extraterrestre, une intelligence artificielle. Luthor, c'est un humain. Et avant Batman, c'est lui qui rivalise avec Superman. Et je trouve ça, mais vraiment excellent, quoi. Et je trouve qu'en plus, en tout cas dans la série animée, tu y crois, quoi. C'est-à-dire que, encore une fois, il pète le charisme et quand il se dresse devant Superman, tu y crois, quoi. Moi, si vous aimez bien cette dichotomie et le personnage de Luthor, moi je vous conseille vraiment un bouquin qu'on ne parle vraiment pas assez, je trouve. Vraiment, c'est Oui à la plage. Oui à la plage, vraiment, c'est pas ça. Moi je vous conseille vraiment Luthor de Brian Azzarello, qui est vraiment, en fait, c'est la vision de du point de vue Luthor. Ouais, et c'est super intéressant. Et en fait, ça montre que, en fait, le héros de la Terre, le héros de l'humanité, ça devrait être lui. Ça devrait être Lex Luthor. Et en fait, c'est Superman qui arrive comme un étranger et il y a vraiment toute une vision. Enfin, moi, j'avais jamais vu Superman comme ça. On voit Superman comme le mec qui arrive et qui a pas été là, qui a pas... c'est pas son destin, c'est pas sa place d'être ici, parce que c'est pas un humain, c'est pas lui qui devrait être le flambeau de l'espoir de l'humanité, mais Lex Luthor. Et il y a tout un délire comme ça qui est vraiment intéressant, et le titre est super bien. Pour le coup, je l'ai dans une ancienne version, et en fait j'ai appris qu'il y avait qu'il y avait eu des pages de rajouter dans une nouvelle édition, et du coup j'ai jamais lu l'édition que j'ai, en fait. Du coup j'aimerais bien savoir ce qu'il y a en plus dans la nouvelle avant de me lancer dans la lecture. Moi j'ai celle d'Urban. Je me demande si c'est pas une Panini, moi. Et toi, mon cher Déviant, qui pendant qu'on parle, j'ai une notif. Le gars sort des vidéos comme ça. Je l'avais programmé cette nuit. J'ai fini le montage à 2h30 du mat. Mais non, mais c'est juste que j'ai une notif et je dis, mais merde, c'est Déviant de prod. C'était rigolo. Et toi, mon cher Déviant, qu'as-tu pensé de cet épisode ? Eh ben, j'ai adoré. Non, vraiment, je trouve... Moi, je m'intéresse beaucoup à l'écriture dans un peu tout ce que je regarde ou ce que je lis. C'est vraiment l'écriture qui m'intéresse beaucoup. Et je trouve que c'est très bien fait. Enfin, toute l'exposition se fait de manière hyper organique. Tous les éléments sont amenés de manière intelligente sur toutes les choses que le public a besoin de comprendre et d'apprendre. Comme disait James, la caractérisation des personnages est super bien faite, avec un vrai focus sur certains, mais même ceux qui n'apparaissent qu'un petit peu, on nous donne quand même des éléments pour bien. Jimmy, on comprend tout de suite qui c'est, comment il se place. Lex Luthor, qu'on voit très peu, on commence déjà à comprendre qui c'est. Perry, pareil. Enfin, Lois, très vite, on comprend qui elle est. Il y a effectivement cette dynamique entre les deux qui s'installe très très vite, mais qui pourtant paraît naturelle, alors que c'est fait très rapidement. Ça pourrait paraître bâclé dans d'autres, écrites par d'autres, mais là, oui, on comprend. Ça paraît naturel. Même Martha et John. Hein, ouais, même eux. Et donc, je trouve vraiment qu'il y a vraiment un énorme talent d'écriture dans cette série. En plus, l'animation, effectivement, qui ne gâche rien. Puis c'est très stylé. Voilà, j'adore ce style un peu rétro-futuriste, du coup propre à cette cité de métropolis. Et non, c'est ultra intéressant, vraiment. Non, je suis vraiment content du coup de la remater, d'en parler avec vous. C'est un vrai plaisir de... Moi, je suis un peu comme toi, tu vois, je l'ai vu il y a longtemps. Je me souviens honnêtement, j'ai des images. Je me rappelle à quoi ressemble Parasite dans la série, par exemple. Je me souviens de petits trucs, mais je redécouvre complètement la série et c'est un vrai plaisir. C'est un bonheur. En tout cas, ça a été un régal de reparler de cette série avec vous. Hâte d'être à l'épisode 3 qui s'appelle Le Fils de Krypton en français et The Last Son of Krypton en anglais. Part 3, du coup.
Avec cet anglais absolument magnifique. Et petit message à caractère informatif, puisque je me devais de revenir sur la carrière de ce fantastique comédien de doublage en la personne d'Alain Dorval, qui nous a quittés il y a maintenant quelques semaines, à l'heure où je monte cet épisode, puisque ça faisait un petit moment qu'on l'avait enregistré, et mais ce comédien est ouf. Entre effectivement Sylvester Stallone dans le rôle de Rocky, dans le rôle de Rambo, et tellement d'autres, puisque je suis sur sa fiche Wikipédia et je vois aussi qu'il a doublé Tiger de Fievel au Far West, et dans Fievel et le Nouveau Monde d'ailleurs, et pareil, c'est un truc mais dont je me souviens grave, et je n'avais jamais percuté que c'était lui. C'est hallucinant le nombre de rôles qu'il a tenus, que ce soit dans des films ou dans des animés, c'est juste incroyable, mais aussi, comme je l'ai dit, patibulaire, encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui m'est chevillé au corps, puisque je le regardais quand j'étais gamin, mes gamins le regardent, et du coup c'est ouf de se dire que c'est aussi ce personnage-là. Et puis évidemment aussi Nick Nolte, notamment dans 48 heures et 48 heures de plus, si je dis pas de conneries, où voilà, c'est vraiment une voix avec la voix de Patrick Poivet pour Bruce Willis, qui nous a quittés aussi il y a maintenant quelques mois, années. C'est tellement dans notre ADN, et quand je dis nous, c'est ceux de ma génération, c'est-à-dire on a vraiment connu ces gens-là avec cette voix-là, et clairement ça va faire très bizarre d'entendre Stallone avec une autre voix, et je pense même que je vais du coup passer à la VO, et ce sera trop compliqué d'entendre Sylvester Stallone avec une autre voix que celle d'Alain Dorval. Et petit bonus, petit tips, je reviens sur ce que disait l'ami James sur le comics Lex Luthor, que je n'avais pas lu à l'époque où on a enregistré cet épisode, mais que depuis j'ai eu le bonheur de lire. Effectivement, je le rejoins tout à fait. Si vous avez quelque chose à lire sur Lex Luthor, c'est celui-là, à n'en pas douter. Il me semble que c'est Libermejo au dessin, ou Libermejo, ça c'est vous qui voyez, et puis effectivement le Brian Azzarello en très grande forme, ce qui, il faut bien l'avouer, n'est pas toujours le cas, mais là pour le coup, il est au taquet le garçon, avec un récit donc sur Lex Luthor, et surtout sur le point de vue de Lex Luthor, et c'est tellement intéressant et tellement pas déconnant surtout, que de prendre l'histoire sous un angle différent, et puis de ne pas faire le méchant uniquement un vilain sans âme. Je vous invite vivement à aller choper ça. Effectivement, l'édition que j'ai, donc c'était l'édition de chez Panini, avec une édition où il manque apparemment des pages. Il existe une édition augmentée que vous pourrez trouver chez Urban Comics. Et je me relaisse la parole donc pour terminer cet épisode ô combien fantastique. Ciao. Et vous les petits lapins, où est-ce qu'on peut vous retrouver Alors moi, vous pouvez retrouver déjà sur mon site internet, jamesfay.fr, où vous retrouvez toutes mes productions. Comics Discovery tous les mardis à 21h sur Twitch, où on parle de comics. Et si vous aimez bien ce principe-là de podcast autour d'un épisode en particulier, de revenir tout le long de la série, avec Geek en série, qui est mon podcast sur les séries télé, on vient de lancer un nouveau projet, dont on est très enthousiaste de faire ce projet. C'est un podcast rewatch de Lost, c'est la version strasbourgeoise. De Lost. Non. Un podcast rewatch de Lost qui s'appelle We Have to Go Back. Et on a fait le premier épisode dimanche dernier là, et c'était un vrai bonheur de remater avec les gens en direct. Enfin, on l'a pas rematé, mais on a débriefé ensemble. Un peu comme on fait ici, mais sur Lost. C'est un vrai bonheur de retourner dans cet univers-là qui, moi, m'est très 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 particulièrement cher. Donc voilà, si ça vous tente, venez rejoindre l'aventure sur l'île. Voilà. Même si l'île n'est pas hyper accueillante non plus, faut pas déconner. Moi, tu irais pas à Hawaï? Ah mais si, non mais d'accord, mais l'île de la version Lost, série. c'est ça. Ouais. Et monsieur Deviant Prod, où est-ce qu'on peut vous retrouver? On peut me retrouver sur la chaîne YouTube Deviant Prod, justement. Et puis voilà, il y a des rendez-vous réguliers, comme les dimanches avec le Dimanche de Deviant, où on revient sur toutes les news, séries, ciné et jeux vidéo chaque semaine. Et puis les lundis avec le lundi lecture des Déviants, où on revient sur les news comics et manga. Et là, par exemple, une fois par mois, on a fait ça hier, on fait du coup les spéciales sollicites, où on parle de toutes les sorties du coup Marvel et DC VO annoncées donc pour 3 mois plus tard. Ça permet d'un peu de voir justement les events qui arrivent, les différentes séries qui arrivent. Et puis voilà, après plein de vidéos
de décryptage un peu de l'industrie du divertissement. Voilà, donc différentes vidéos de décryptage et puis aussi des vidéos de comics, aussi de review comics, de lore comics, qui est un peu quand même, qui reste l'ADN de la chaîne quand même à la base. Et les récaps de séries, comme la Andorre, bah, du coup, ça, voilà, où j'aurais fait les récaps de tous les épisodes. Et puis, bah, on remettra ça, du coup, pour les prochaines séries Star Wars, MCU, et puis certainement d'autres, selon ce qui m'accroche l'œil. Mais de toute façon, c'est juste absolument incroyable à trois, tout ce qu'on fait, en fait. Non, mais, alors, je parle même pas de qualité. Je ne prétendrai pas à la qualité. Par contre, effectivement, c'est hallucinant le nombre de trucs qu'on a en fait sur le feu. Et en fait, il faudrait faire une émission que de ça. Comme ça, ce serait réglé. Et puis, on dirait, allez voir l'émission. Tu vois, comme ça, c'est fait. Et vous pouvez me retrouver en compagnie de l'ami Nico sur le Saturday Night Geek Live une fois par mois. On y parle pop culture en général, que ce soit séries, cinéma, manga, comics, que sais-je encore. Les RDDT où on revient sur un comics en particulier, et bien sûr, dans la saga, j'ai envie de dire, le podcast animé, puisqu'on vous parle de Superman, mais pas que, du Batou, forcément, le Batman de 92 de Paul Dini et Bruce Timm, mais aussi des X-Men, et puis Spider-Man, putain, j'en oublie toujours un, c'est juste un truc de malade, et Spider-Man, avec l'ami Anton Weber et Monsieur Eddy. Voilà. Messieurs, je vous dis à bientôt pour cet épisode 3. La semaine prochaine, hein, puisqu'on se l'est dit, on se voit la semaine prochaine, puisqu'il y en a un d'entre nous qui ne l'a pas vu. Gros bisous à tous, à ciao ciao. Ciao, ciao. À bientôt, Métropolis.